Il arrive à la majorité de se tromper. Le consensus scientifique n'est pas toujours pertinent. Par exemple, les géologues américains ont rejeté pendant 40 ans la théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener, qui pourtant était juste. La question raciale est très sensible politiquement. C'est une raison de plus pour se méfier du point de vue dominant. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens se fient aux experts. Or, il est souvent répété que les biologistes et les anthropologues ont abandonné le terme de race. Il y aurait un consensus à propos de l'inexistence des races humaines. En réalité, ce n'est pas le cas. Des sondages ont été réalisés auprès des biologistes et des anthropologues, et notamment auprès de chercheurs en anthropologie biologique, pour savoir ce qu'ils pensaient de l'existence des races humaines. Ces sondages ont fait l'objet de diverses publications. En 1989, on pouvait lire dans le bulletin trimestriel d'anthropologie et d'éducation un article de Leonard Lieberman, Race et anthropologie, un concept central sans consensus. En 2005, les choses n'avaient pas bougé. Dans la revue d'anthropologie Collegium Anthropologicum était publié un article intitulé Le concept de race dans 6 régions, variation sans consensus. En 2009, des données étaient à nouveau publiées, cette fois-ci dans American Anthropologist, pour présenter et analyser les points de vue extrêmement variés des anthropologues européens, et encore une fois, on n'y trouvait nulle trace d'un consensus. 10 ans plus tard, dans le journal des sciences anthropologiques, est publié un article intitulé Race et perception de la diversité humaine, 5 études de cas européennes, et à nouveau, aucun consensus n'est trouvé. Alors quelles sont les données? Les voici dans l'ordre chronologique. En 1985, seuls 16% des biologistes américains et 40% des chercheurs en anthropologie physique américains nient l'existence des races humaines. En 2003, Lieberman estime que 69% des chercheurs en anthropologie physique américains rejettent l'existence des races humaines. Cependant, son sondage pose problème. Matt Cartmill note un déclin très substantiel dans le nombre de réponses par rapport au sondage de 1985. Or, il est bien connu dans la littérature sondagière que les sondés peuvent être très réticents à répondre à des questions posées par des gens à qui ils s'opposent politiquement. Ce qui laisse aussi penser que Lieberman se trompe, c'est qu'entre 1965 et 1995, il n'y a pas de tendance à la baisse dans l'acceptation de l'existence des races humaines au sein des articles publiés dans le journal de l'Association américaine d'anthropologie physique. À peu près 40% des articles qui parlent de diversité humaine acceptent l'existence des races humaines. Bref, en tout cas, il n'y a pas de consensus aux États-Unis sur la question de savoir s'il existe des races humaines. En 2003, 43% des anthropologues européens reconnaissaient l'existence des races humaines. En 2009, 72% des anthropologues d'Europe de l'Est reconnaissaient l'existence des races humaines. En 2019, 89% des biologistes tchèques et 81% des biologistes polonais reconnaissaient l'existence des races humaines. Quant à la Chine, l'on sait qu'en 2001, grâce à une analyse extensive des articles d'Acta Anthropologica Sinica, la revue principale d'anthropologie chinoise, que les races humaines étaient parfaitement reconnues. Une approche qualitative permet d'apprécier la situation de manière intéressante. Jared Diamond est connu pour avoir écrit De l'inégalité parmi les sociétés et Effondrement, où il nie radicalement l'importance des gènes dans l'histoire humaine. Il a cependant offert un témoignage intéressant. I'm always asking people, why do you think Europeans conquered other people? Why didn't Aboriginal Australians come and conquer Europeans? And within the last few months, I've asked that question of a cabinet minister, whose name I won't mention, and of a leader of American technology, not Bill Gates, whose name I won't mention, and lots of university professors. And again, the answer I get is, why did Europeans conquer these other people? Well, I hate to say this. I know this isn't politically correct. Could get fired if I were heard to say this in public. But you asked me and nobody is listening. I'm sorry to say this, but let's face it. It's because Europeans have genetically a higher IQ than those other people. Just look at a picture of those Aboriginal Australians. You can see from their faces how primitive they are. Charles Murray, connu pour The Bell Curve, qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui, donne un témoignage similaire. I did develop a real contempt for a lot of academia. I know too many people who are quite famous in academia who said to me privately, it's a wonderful book, and whenever they were asked to comment on publicly, they would trash it without a second thought. It happened in a really interesting number of cases. Is that right? With some names that would be very interesting to you if I reveal them, but I won't. Si ce qu'ils disent est vrai, il y a donc un décalage, un fossé énorme entre ce que les universitaires disent publiquement des races humaines et ce qu'ils pensent vraiment.
Ernest Mayr est l'un des plus grands biologistes et taxonomistes du XXe siècle. Il déclarait en 2002 que ceux qui souscrivaient à l'idée selon laquelle il n'y avait pas de race humaine étaient d'évidence ignorants de la biologie moderne. Mayr n'est pas le seul grand biologiste à avoir défendu l'existence des races humaines. En fait, ils sont assez nombreux. L'argument principal des négateurs des races humaines a été donné en 1972 par Richard Lewontin, un généticien juif américain. Il a affirmé qu'on ne pouvait pas distinguer de race de notre espèce parce que la diversité génétique était contenue trop largement au sein des groupes et non pas entre les groupes. Edwards, Cavalli-Sforza, Crick, Travers, Coyne, Harpending ont tous dénoncé le sophisme ou de manière générale la malhonnêteté de Lewontin. J'ai rassemblé leurs déclarations dans un article dans lequel on peut lire qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'esbrouf mathématique qui sert à masquer le fait qu'il existe bel et bien des races humaines ou qu'il existe des différences intellectuelles et comportementales entre celles-ci. Revenons au sondage. Il en existe quelques-uns à propos des différences raciales et nationales en intelligence. En 1984, Snyderman et Rossmann ont publié un sondage conduit auprès des experts en intelligence. 45% d'entre eux ont répondu que les différences entre les noirs et les blancs aux États-Unis étaient à la fois le fruit des gènes et de l'environnement. 1% pensaient que c'était entièrement génétique, 15% environnemental, 14% n'ont pas répondu et 24% ont dit qu'il n'y avait pas assez de données. Cette étude a donné lieu à un ouvrage publié en 1988, La controverse du QI, les médias et les politiques publiques. Ce livre montre que des opinions considérées comme extrêmes et minoritaires par les grands médias sont en réalité largement acceptées parmi les experts. En 2013 et en 2014, Einar Rinderman a conduit un sondage très similaire, dont les résultats se rapprochent de celui de Snyderman et Rossmann. Sur la question des différences raciales en intelligence, 78% des chercheurs estimaient que la génétique faisait plus ou moins partie de l'explication. Seuls 6% considéraient que l'écart était totalement génétique, et 16% que l'écart était totalement environnemental. Quant aux médias grand public, les chercheurs en ont une bien plus mauvaise image que leurs confrères des années 1980. L'étude révèle que beaucoup d'entre eux tendent à penser que la question de l'intelligence y est abordée de manière trop idéologique. En tout cas, ce qu'il y a de commun aux deux études est que les experts considèrent que les tests psychométriques sont des mesures solides de l'intelligence. Et l'idée selon laquelle ils seraient biaisés de telle ou telle manière envers tel ou tel groupe est largement déconsidérée. Ils considèrent aussi que l'intelligence prédit de manière substantielle le statut social et économique et entérine largement le concept d'intelligence générale, le facteur G, ainsi que son héritabilité. Dans l'une de ses études, Leonard Lieberman évoque une conférence internationale d'anthropologie tenue à Moscou en 1998. L'une des conclusions des échanges était que l'abandon du terme de race et la perte d'intérêt dans l'étude des différences raciales par certains anthropologues était une conséquence directe de l'hitlérisme. Leonard Lieberman lui-même s'est vigoureusement opposé à la sociobiologie, c'est-à-dire à l'explication des comportements humains par la biologie et la génétique, et s'y est opposé politiquement. En 2001, il publie un article contre Philip Rushton, connu pour avoir étudié les différences intellectuelles et comportementales entre les races. L'article de Lieberman est bourré de références au nazisme, à la Shoah, au racisme. Il ne se demande pas si Rushton a raison en appréciant son travail, mais part, à l'aide d'arguments d'autorité, du principe qu'il a tort. Dans l'article, on trouve plusieurs références à Lewontin à des endroits clés, pour affirmer que les races biologiques n'existent pas. Rappelez-vous ce qui vient d'être dit à propos de Richard Lewontin. Leonard Lieberman est juif, son mentor est Ashley Montagu, né Israel Ehrenberg, bien connu pour son antiracisme. Noter leur judéité est intéressant. Robert Sapolsky, lui aussi juif, biologiste et professeur à Stanford, a récemment publié Behave, dans lequel il note un fait intéressant. La première génération des sociobiologistes américains étaient tous des blancs du Sud, et la première génération de leurs opposants étaient tous des juifs urbains de gauche. Lewontin donc, mais aussi Gould, Kamin, Chomsky, etc. Bref, on l'a vu, ceux qui prétendent qu'il y a un consensus selon lequel les races n'existent pas, ou que la génétique n'explique pas les différences raciales en intelligence, ont tort. Et souvent, comme Lewontin, ils mentent, ils manipulent. Parce que pour eux, le combat est politique, et tous les moyens sont bons pour le gagner.